Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à la célébration de la Journée mondiale du diabète. Donc, on va parler éducation alimentaire et nutritionnelle du diabétique. Les diabétiques sont souvent en surpoids. Ils peuvent présenter des facteurs de risque donc cardiovasculaires. Donc, il faut une nécessité d'alimentation équilibrée, mais aussi, il faut une perte de poids, diminution de graisse, modification de la qualité des graisses et diminution de la quantité du sel. Le conseil d'équilibre alimentaire pour la personne diabétique pourrait être proposé à l'ensemble de la population. La perte de poids, comment elle va se faire? Donc, une perte de poids modérée de 5 à 10% du poids initial a un effet bénéfique sur la glycémie et l'hémoglobine glyquée. L'apport énergétique peut être réduit de 15 à 30% par rapport à la ration alimentaire habituellement consommée. Donc, l'objectif pondéral qui sera négocié va être réaliste, individualisé et être défini au regard de l'histoire pondérale. La seule diminution des apports énergétiques indépendamment de la perte de poids peut suffire à améliorer l'équilibre glycémique. Il ne faut jamais donner des régimes trop restrictifs, inférieurs à 1200 calories, car risque de dénutrition et de rebond pondéral. Souvent, chez les personnes diabétiques type 2, ils ont une résistance à l'insuline. Cette sensibilité à l'insuline peut être améliorée par la réduction des apports énergétiques, diminution de la part des acides gras saturés, par la diminution de la adiposité viscérale. Donc, un régime méditerranéen plus activité améliore l'insulino-résistance. Par contre, les glucides index glycémique élevés et alimentation riche en fructose peuvent favoriser l'insulino-résistance. Les apports énergétiques, comment on va les diminuer? Donc, la suppression des erreurs portant généralement sur la consommation excessive de graisse, des produits ou de boissons sucrées et l'arrêt du grignotage peut suffire à aider le patient à perdre du poids. Les conseils portent sur les aliments riches en lipides, haute densité énergétique, les modes de cuisson et de préparation des aliments, la fréquence de consommation et le volume de condiments. Qu'est-ce que c'est la densité énergétique? Elle est calculée par rapport au poids, donc les calories qui sont contenues dans un aliment par rapport à son poids. On parle de densité énergétique très basse dans les fruits, les légumes, le lait écrémé, les potages, le yaourt léger, basse dans les légumes secs, dans les légumineuses, les féculents, les céréales complètes, le thon naturel, les crevettes, la dinde, les olives, l'avocat, la banane. Densité énergétique moyenne dans les viandes, le fromage, les œufs durs, les pizzas, les frites, le pain, les crèmes glacées, etc. Et densité énergétique élevée dans les chips, les croissants, les beignets, les barres de céréales, chocolat, biscuits, beurre, charcuterie, huile. Donc, plus l'aliment contient de graisse, de lipides, plus c'est dense. Et plus il contient d'eau, moins c'est dense. Donc, généralement, c'est une proportion entre graisse et eau. Donc, comment on va modifier les habitudes alimentaires? Il faut diminuer la ration énergétique en orientant le patient vers une alimentation à densité énergétique moindre et à contrôler la taille des portions. Aider les patients à corriger un excès d'apport énergétique, à trouver un équilibre alimentaire à travers des modifications durables de ces habitudes alimentaires et proposer des mesures simples et personnalisées au contexte et qui permettent aux patients de trouver une alimentation équilibrée et adaptée. Par exemple, ne pas sauter de repas, ne pas se resservir, prendre le temps de manger en bien mastiquant, éviter le grignotage et diversifier le repas. Les protéines. Donc, c'est des éléments de construction d'entretien musculaire. Les protéines font partie d'une alimentation équilibrée et sont apportées essentiellement de poissons, les œufs, le lait, les dérivés. Certains végétaux aussi apportent aussi des protéines, mais en moindre quantité et moindre bonne qualité. Il s'agit des légumes secs, des céréales et des féculents. Donc, elles sont donc soit de source animale, soit de source végétale. Donc, les besoins en protéines de la personne diabétique qui ne présentent pas de complications sont les mêmes que pour les non-diabétiques. Donc, les conseils portent sur le maintien d'un apport protéique satisfaisant et l'intérêt de consommer 1 à 2 parts de viande blanche ou rouge
2 produits laitiers par jour et régulièrement des légumineuses et des céréales. Donc, pour les équivalences des protéines, donc, on peut remplacer 100 grammes donc 100 grammes de viande, 2 œufs, 120 grammes de poisson apportent 20 grammes de protéines, 150 millilitres de lait, 25 grammes de fromage ou un yaourt apporte 5 grammes de protéines. Et pour les protéines végétales, 70 grammes de pain ou 6 biscottes ou 60 grammes de féculents cuits ou 250 grammes de pommes de terre apportent 5 grammes de protéines. Pour les lipides, donc les lipides sont composés majoritairement d'acides gras, ils sont au nombre de 3. On a les acides gras insaturés et les acides gras saturés et les acides gras trans qui sont industriels. Pour les acides gras insaturés, ils sont indispensables car ils sont bénéfiques et doivent être, donc l'organisme ne peut pas les synthétiser, donc doivent être apportés par l'alimentation. On a les acides gras polyinsaturés qui sont les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 sont apportés essentiellement par les poissons, l'huile de colza, de noix. Les acides gras oméga 6 sont apportés par les huiles végétales, les viandes, les jaunes d'œufs, les fromages. Les oméga 9 ou monoinsaturés, donc l'huile d'olive, l'huile de colza et les avocats. Pour les acides gras saturés, donc ils sont connus pour leur effet néfaste sur les artères, donc ils sont apportés par les aliments d'origine animale, gras surtout, les charcuteries, huile de palme. Pour les acides gras trans ou industriels, par tous les aliments qui sont industriels. Donc les lipides, pour les lipides, dans le diabète type 2, le facteur cardiovasculaire est prédominant. Donc, il faut éviter l'apport élevé en matière grasse, privilégier les bons gras, c'est-à-dire les acides gras monoinsaturés et les oméga 3, exemple, donc l'huile d'olive, de colza, les poissons, les noix, etc. Et limiter les mauvais gras, qui sont les acides gras saturés et les trans, exemple, les aliments gras d'origine animale, le pot de volaille, les produits transformés. Le cholestérol alimentaire semble avoir peu d'impact sur la cholestérolémie parce que c'est surtout endogène. Donc, c'est les mêmes conseils que pour toute la population. Donc, un point sur l'huile d'olive et le diabète. Une étude italienne a montré que l'huile d'olive extra vierge améliore la glycémie postprandiale. La prévention du diabète serait liée aux propriétés antioxydantes de l'huile d'olive extra vierge, notamment grâce à ses polyphénols. Un régime, donc en région d'huile d'olive, réduit la stéatose hépatique de 30% au bout de 8 semaines. Ici, c'est quelques équivalences en lipides. Donc, 10 grammes de lipides sont apportés par 10 grammes d'huile, 12 grammes de beurre, un petit paquet de chips, un petit steak haché, une cuillère à soupe de crème fraîche, une glace, une poignée de cacahuètes, 2 œufs. Pour les glucides, donc les apports nutritionnels conseillés en glucides doivent représenter à peu près la moitié de la ration totale, soit un apport minimal de 180 grammes par jour. Le choix des aliments glucidiques est important et la consommation d'aliments à index glycémique faible ou moyen peut être préconisée. Donc, les céréales complètes, les légumes secs, l'orge, l'avoine. Pour leur effet sur le rassasiement et la prise alimentaire, le pain et les féculents sont conseillés. Donc, on ne doit pas les interdire, même si l'index glycémique de certains produits amylacés est élevé. Donc, l'index glycémique. C'est quoi l'index glycémique? C'est un indice qui permet de mesurer l'effet glycémiant des aliments, c'est-à-dire leur capacité à élever la glycémie après les repas. Plus l'index glycémique est élevé, plus la glycémie postprandiale augmente. L'index glycémique de sang correspond au glucose pur. On considère qu'un aliment a un index glycémique bas entre 0 et 50, moyen jusqu'à 70 et élevé au-delà. Une alimentation à index glycémique bas permet d'avoir une glycémie moins élevée, un meilleur contrôle métabolique et un meilleur taux de lipides sanguins. Donc ici, un tableau qui résume un peu l'index glycémique de quelques aliments. On a inférieur à 20, généralement, les lipides. Les aliments qui ne sont pas glucidiques, ne contiennent pas de glucides, ont un index glycémique 0. Donc, bas, c'est les fruits, les légumes secs, les céréales complètes, le chocolat noir, les produits laitiers. Index glycémique modéré, donc entre 50 et 70, c'est les pâtisseries, le riz. Et au-delà de 70, on trouve les pommes de terre, les cornflakes,
les farines, les purées de pommes de terre, le pain, les bonbons. Donc, pour ne pas tomber dans les excès des glucides à index glycémique bas, c'est-à-dire le patient va en prendre beaucoup, soi-disant qu'ils ne font pas monter la glycémie, comme le pain complet, les céréales complètes, les figues, qui ont un index glycémique à 20, et les aliments aussi à haute densité énergétique, comme le chocolat noir, qui ne fait pas monter la glycémie. Donc, ce n'est pas une raison d'en manger beaucoup, parce qu'il faut tenir compte de la quantité de glucides dans l'aliment et de la quantité de graisse. Donc, il faut conseiller la consommation des aliments à index glycémique bas, mais toujours tenir compte de la quantité autorisée. Donc, il y a des variables qui peuvent modifier donc l'index glycémique, comme le raffinage du produit. Plus c'est raffiné, plus ça augmente l'index. Donc, il faut privilégier les céréales complètes. La transformation aussi, le soufflage, le broyage, par exemple, le mie de pain, le cornflakes, la purée de pommes de terre, les soufflés. Donc, il augmente l'index glycémique. La cuisson, donc plus c'est cuit, surtout pour les pâtes, donc plus c'est cuit, plus l'index est élevé. Pour les associations avec d'autres aliments, quand un aliment est associé avec des protéines ou des graisses, ça va ralentir le vidange gastrique, donc on va avoir un index plus bas. Comme par exemple l'index du pain, il est à 90. Si on le mange avec du fromage, donc ça va être plus bas. Donc le degré de mûrissement des fruits, plus c'est mûr, plus l'index est élevé. Un amidon gélifié ou rétrogradé, riche en amylose, est moins hyperglycémique, comme dans les légumes secs, les céréales complètes ou certaines variétés de riz, comme le riz basmati. Donc, quelques équivalences de glucides. Chacun de ces aliments apporte 20 grammes de glucides, comme le 40 grammes de pain, 3 biscottes, une deux tranches de pain demi, 30 grammes de pâtes crues ou 100 grammes cuites, 30 grammes de semoule ou 100 grammes cuites, pommes de terre 2 de la taille d'un œuf, ça fait 100 grammes, 100 grammes de riz cuit ou 30 grammes crus, donc 30 grammes de légumes secs crus ou 100 grammes cuits. Pour les céréales, donc nature 30 grammes aussi crus, donc, et puis c'est une crêpe ou bien une petite part de pizza. Donc pour les légumes verts sont des aliments peu glucidiques, qui ne contiennent pas beaucoup de glucides. Ils permettent une sensation de satiété à moindre coût énergétique. Ils aident à la régulation glycémique en ralentissant la digestion. Et consommer cru ou cuit, leur tolérance digestive reste aux patients d'en juger. Donc, le choix des légumes, on préconise 2 à 4 parts de légumes par jour. Il faut varier les couleurs vert, rouge, orange, jaune pour leurs apports en antioxydants. Donc, pour les fruits, l'index glycémique des fruits est hétérogène. Ça dépend de leur proportion en sucre, c'est la nature du sucre, par exemple en glucose, fructose ou saccharose. Donc, parce qu'ils ont un index différent. Comme les aliments amylacés, une catégorisation des fruits n'est pas recommandée car l'effet glycémique dépend de multiples variables. Donc, il faut préconiser 2 à 3 fruits par jour répartis sur la journée, semble une quantité adaptée. Les fruits oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes contiennent peu de glucides, mais sont des aliments très riches en lipides. Un repère visuel à l'aide de la main peut être utilisé pour une évaluation plus spontanée et pratique avec le patient. Donc ici, quelques équivalences de fruits. Une portion de fruits apporte 15 grammes de glucides. Un fruit d'une taille de balle de tennis comme poire, pomme, orange, pêche. 2 fruits de la taille d'une balle de ping-pong, clémentine, prune, cuit. Un demi-fruit de grande taille comme pamplemousse, banane, mangue, melon, etc. Donc, on peut donner ces équivalences-là aux malades pour pouvoir prendre les fruits. Donc, pour les fruits fibres alimentaires, c'est des composants de l'alimentation qui ne sont pas digérés par les enzymes du tube digestif, comme les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumes secs et l'orge. Comme dans la population générale, il est recommandé un apport journalier de 25 grammes de fibres fondé sur la quantité nécessaire pour maintenir un fonctionnement intestinal optimal. Des apports supérieurs à 25 grammes ou 30 grammes seraient bénéfiques
pour le maintien du poids et la diminution du risque de maladie cardiaque et du diabète type 2. Pour les produits sucrés, le sucre et les produits sucrés ont un index glycémique moyen, ce qui ne justifie pas plus leur interdiction. La densité énergétique importante des produits sucrés fait que ce groupe d'aliments doit s'intégrer en équivalence avec d'autres aliments glucidiques, voire lipidiques, à 10% de l'apport énergétique total. Donc, pour les édulcorants ou substituts de sucre, on a soit nutritifs, c'est-à-dire apportent peu de calories, comme les édulcorants de masse, apportent 2,5 à 3 kilocalories par gramme. Ils n'ont pas d'effet sur la glycémie, mais un apport supérieur à 10 grammes par jour peut avoir des effets laxatifs. Pour le fructose, apport calorique de 4 kilocalories par gramme, il a un index faible, il a un fort pouvoir sucrant 130 à 150 fois, mais une forte consommation peut augmenter les triglycérides, augmente l'insulino-résistance hépatique et musculaire et augmente l'uricémie. Donc, pour les non-nutritifs, on a les édulcorants de synthèse, ils n'apportent pas de calories comme la sucralose, l'aspartame, la sulfate, les cyclamates, etc. Ils n'ont pas d'effet sur la glycémie et entretiennent le goût sucré. Et la stevia, donc 0 calories, c'est un naturel pur, il est issu d'une plante. Ils n'ont pas d'effet sur la glycémie. Pour les boissons, la meilleure boisson est bien sûr l'eau. En dehors d'une hypoglycémie, les boissons sucrées peuvent être altérer l'équilibre glycémique, favoriser la prise de poids et l'obésité. Consommées régulièrement, elles participent chez certains à entretenir une certaine appétence pour le goût sucré et donc à orienter les choix alimentaires. La consommation de boissons light est acceptable dès lors qu'elle est occasionnelle. La lecture des étiquettes est indispensable pour différencier les boissons sucrées et de celles totalement édulcorées. Pour les rythmes alimentaires, donc les rythmes alimentaires optimaux sont probablement variables d'un individu à l'autre et il faut le respecter. Il est recommandé de maintenir régulièrement 3 repas par jour, surtout si le patient est traité par sulfamide ou par insuline, pour éviter les hypoglycémies. La prise de collation se justifie si la personne en a besoin, par habitude, par souhait personnel, pour éviter les fringales ou en cas d'activité physique intense. Elle peut être nécessaire également pour optimiser l'équilibre glycémique. Dans certains cas, elle ne s'ajoute pas au repas, mais sont le résultat du fractionnement des repas. Bon, ici, un petit aperçu sur l'apport en sel. Le diabétique doit diminuer l'apport de sodé. Donc, vous voyez que les aliments industrialisés contiennent beaucoup de sel, ainsi que le pain, les viennoiseries, les croissants, etc. et les conserves. Donc, pour respecter les quantités des aliments, donc il faut respecter donc, la pyramide alimentaire. Plus les aliments se situent vers le haut de la pyramide, moins il faut en consommer. Donc, la grande partie sera avec de l'eau, 1,5 litre par jour. Puis vient les féculents, 4 à 6 parts par jour, ils doivent être présents à tous les repas. Puis, c'est les légumes et les fruits, 4 à 5 parts par jour, ils sont indispensables pour leur apport en fibres, en minéraux et en vitamines. Les produits laitiers, 3 à 4 produits par jour selon l'âge, bien sûr, nécessité pour l'apport de calcium. Pour les viandes, les poissons, les œufs, 1 part par jour suffit. Donc, c'est pour leur apport en protéines, en fer. Et il faut privilégier les viandes maigres et augmenter la consommation de poissons. Pour les matières grasses, il faut privilégier les graisses d'origine végétale et réduire les sels d'origine animale. Et enfin, limiter le sucre, les desserts sucrés et les boissons sucrées. Donc, pour finir, voilà, donc pour aider les diabétiques et les prédiabétiques et les diabétiques à équilibrer leur repas, donc l'Association des diabétiques américaine a conçu des assiettes où est illustré les bonnes proportions de chaque groupe d'aliments. Donc, je trouve que c'est une bonne idée pour les diabétiques de visualiser un équilibre alimentaire. Et merci pour votre attention.